Bonjour tout le monde, je m'appelle Farid Las, l'ex-tricheur à l'as de carreau. Je me suis débarrassé de ce nom d'immigrant. Bienvenue au CPGE Casino pour notre grand enjeu, le travail. La partie d'aujourd'hui aura pour thème le temps et l'espace du travail. Bon, donc le temps et l'espace, ce sont les deux dimensions dans lesquelles on passe notre vie. Notre vie, il est dépendant ou bien les fonctions du temps qu'on a vécu et des espaces qu'on a dans lesquels on était. Un exemple concret, c'est le CV ou bien le curriculum vitae. Quand vous présentez votre CV, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a justement des parties de votre vie que vous avez consacrées à l'étude, à vos formations, etc. Et puis les espaces où vous avez effectué ces formations. Ensuite, les formations ou bien les expériences professionnelles. Vous les aviez passées dans tel espace de travail, de telle durée, de tel temps jusqu'à tel temps. Donc en quelque sorte, ce document-là, il a la particularité de renseigner sur votre parcours académique et professionnel. Dans ce document-là, donc, il y a également ces deux dimensions de votre vie, à savoir le temps et l'espace. Aujourd'hui, on verra est-ce que les auteurs et les joueurs, est-ce qu'ils ont abordé cette question dans leurs ouvrages, sachant que donc on dirait même c'est une évidence qu'il y ait du temps et de l'espace dans chaque œuvre littéraire, parce que c'est du moment que ça reflète la vie humaine, donc forcément il y aura de ces deux dimensions. Commençons d'abord par le rapport du travailleur à l'espace. Il est judicieux de voir comment ou bien quel lien le travailleur établit-il avec son lieu de travail. Eh bien, on commence par Madame Simone Weil. À la page 238, vous dites « Aucune intimité ne lie les ouvriers aux lieux et aux objets parmi lesquels leur vie s'épuise. Et l'usine fait d'eux, dans leur propre pays, des étrangers, des exilés, des déracinés. » Voilà, la phrase commence par aucune, donc c'est-à-dire c'est la valeur zéro, c'est nul, c'est le néant. Donc l'intimité, c'est ce sentiment, c'est cette affection, cet attachement que l'on a, à l'égard de quelque chose qui est très 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 proche. On dit un ami intime, les parties intimes du corps. L'intimité, c'est l'espace dans lequel on se confie, ou bien on confie ses secrets. Donc du moment que les ouvriers passent une tranche de leur vie, une grande partie de leur vie, et même ils épuisent leur vie dans l'espace de travail, malheureusement, donc il n'y a pas cette intimité. Normalement, il devait y avoir cette intimité. Voilà, donc je peux donner l'exemple des retraités. Voilà, quand on les met à la retraite, donc ils se sentent un peu tristes. Pourquoi? Parce qu'ils vont quitter un espace où ils ont déployé une partie de leur vie. Également, donc pas mal de retraités, ils essaient de temps en temps de revenir sur les lieux où ils ont travaillé, par nostalgie, par amour, etc. Parce que ils y ont passé une tranche de leur vie. Malheureusement, pour les ouvriers, donc, ils n'établissent aucun lien d'intimité, d'affection à l'égard du lieu où ils ont travaillé. Donc la faute
Donc un combat qui est-ce que c'est aux ouvriers ou bien à l'espace? Donc la réponse elle est évidente vers la fin, donc parce que c'est l'usine qui fait deux, c'est-à-dire donc c'est l'usine qui est responsable en quelque sorte de ce non-établissement d'intimité, du fait qu'il n'y ait pas cette intimité. Donc les usines, il fait de ces ouvriers des étrangers dans leur propre pays. Donc voilà, donc l'usine, il y a une force centrifuge, donc ils rejettent, ils repoussent. Voilà, donc les étrangers n'ont aucun droit, voilà, de citer, donc on ne doit pas demander des droits. Voilà, donc, et du moment où, regardez le paradoxe, ils sont du pays, ils sont dans leur propre pays, ils sont étrangers. Donc, on peut dire que c'est une forme d'ingratitude de la part de l'usine. Ce n'est pas l'ouvrier qui n'a pas voulu établir ce lien-là. Donc, normalement, c'est un lien qui s'établit de nature. Mais ici, c'est l'usine qui empêche que ce lien-là s'établisse. Il y a aussi, donc, la conséquence, ils sont considérés comme des étrangers, comme des exilés, des déracinés. Donc, ils n'appartiennent pas à cette sphère-là qui est dans laquelle ils se sont épuisés. Oui, donc la citation, elle est très forte, madame. Vous dites encore, donc il y a cette étrangeté, vous l'avez plusieurs fois reprise. Donc les ouvriers se sentent, à la page 238, vous dites que les ouvriers se sentent chez eux quand ils font la grève, étrangers quand ils travaillent. Voilà, c'est un peu bizarre. Normalement, donc, quand on travaille, donc on doit se sentir chez soi. Donc là, le travail, bien le lieu de travail, doit être une matrice, quelque chose parce que c'est de là qu'on gagne, c'est là qu'on gagne sa vie. Donc normalement, ce lieu-là, il doit être neutre, un endroit chaud, un endroit, même s'il y a de la pénibilité, etc. Donc, mais il doit procurer ce sentiment de sécurité, de la matrice, de l'intimité, etc. Mais malheureusement, voilà c'est le contraire. Également, la page 156, vous ajoutez aucune maison étrangère n'est si étrangère que cette usine, où on dépense quotidiennement ses forces pendant 8 heures. Voilà, donc ça fait quoi la première citation. Donc également, l'usine, c'est... Donc il considère les ouvriers comme des étrangers, ou bien il est étranger par rapport à eux. Donc du moment qu'on a cet état de choses, donc il n'y a aucun lien, voilà, ne lie l'ouvrier à l'usine où il travaille. Et vous avez, je crois, dit, madame, donc dans la page 236, que l'homme, il a ce besoin, on a toujours le besoin de faire sien les endroits mais où on travaille, même si juridiquement ou bien du point de vue de la loi, hein, donc rien ne peut l'attester. Mais quand même, donc il y a cet attachement, donc il y a les professeurs, etc. Hein, donc même dans le cas de ceux qui travaillent pour l'État. Donc la classe, donc ça ne leur appartient pas, c'est une propriété de l'État. Mais quand même, du moment qu'on y travaille des années, donc on doit nous laisser, voilà, établir ce lien ou bien la considérer comme sa propre maison. Voilà, dans la page 236, vous avez dit, rien n'est si puissant chez l'homme que le besoin de s'approprier non pas juridiquement, mais par la pensée, les lieux et les objets parmi lesquels il passe sa vie et dépense la vie qu'il a en lui. Donc il y a ce n'est pas question de s'approprier juridiquement par un acte devant le notaire, mais tout simplement par la pensée. Donc, juste par la pensée. C'est symbolique, c'est abstrait, mais ça compte chez le salarié ou bien l'ouvrier. Oui,
c'est recevable, madame, c'est clair. À la page 36, si vous, monsieur Vienavert, donc la prochaine fois, veuillez noter votre nom sur la carte. Donc, ça n'a plus de place dans la maison. C'est Dehaze qui dit ça n'a plus de place dans la maison. Donc la maison ici renvoie ou bien réfère à l'entreprise. Donc l'entreprise, il est considéré comme une maison. Et la maison, donc ça connote la sécurité, l'intimité, l'attachement, l'amour, la convivialité, etc. Donc énormément de connotations auxquelles on voit la maison. Et la maison ici, c'est l'entreprise. Donc l'entreprise, en quelque sorte, donc il doit fournir tout cela, sécurité, amour, attachement, convivialité, etc. Bon, oui, on est tous d'accord. Eh bien, voilà, la page 219, je crois que c'est le personnage Lubin qui nous revient avec toujours la même citation. Ravoir et Dehaze, c'est toute ma vie. Mais s'il n'y a pas la maison, Ravoir et Dehaze, il y en aura une autre. Je leur ai dit, vous me voyez remplir des fiches entrées et des fiches sorties du matin au soir. Là, le personnage, il déclare, donc la maison qui est l'entreprise, c'est sa vie. Donc il y a une certaine identité. Donc sa vie égale la maison. Et la maison, donc, c'est dans les deux sens, une implication dans les deux sens, hein, si on parle mathématiquement. Et du moment que l'entreprise constitue sa maison, donc il y est fort attaché. Donc l'attachement, il est très grand. Et qu'est-ce qui le justifie? Regardez. Vers la fin, il dit que, la moitié de la citation, il dit que voilà, donc s'il n'y a pas une maison, s'il n'y a pas Ravoir et Dehaze, il y en aura une autre. Mais pourquoi il n'est pas allé dans une autre entreprise? Moi, je vais contextualiser. Ici, on lui a donné un autre emploi. Donc lui, il était représentant, il aimait ce travail, c'est sa raison d'être. Comme il a dit, je suis né vendeur. Mais là, on lui a donné un autre emploi, il est magasinier, il remplit des fiches, etc. Bon, cela ne correspond pas à son profil, à ce qu'il fait, à ce qu'il aimait, à ce qu'il sait faire très bien. Mais regardez, donc, même si on lui a enlevé son poste, il est resté dans la maison. Normalement, c'est quelqu'un d'autre, il aurait quitté l'entreprise. Il peut facilement trouver du travail. C'est quelqu'un qui est chevronné, qui a de l'expérience, qui a un carnet d'adresses, etc. Et dans ce cas-là, donc il peut trouver facilement un emploi qui correspond à son profil et à son désir. Mais lui, il n'a pas quitté il n'a pas déposé sa démission. Donc pourquoi? Donc ça montre qu'il est attaché à la maison, à Ravoir et Dehaze. C'est sa maison. Donc il y a une certaine loyauté à l'égard de la maison. Voilà, donc c'est quelque chose de très clair là-dessus. Une autre citation, donc Vienavert, vous dites, je me permettrai d'appeler une réunion de famille, voilà, tant il est vrai que ceux qui travaillent 40 heures par semaine ensemble forment une authentique communauté. Voilà, donc c'est toujours donc c'est-à-dire l'entreprise ou bien le lieu de travail ou bien l'espace, donc ça constitue un creuset dans lequel tout le monde fond. Donc ça constitue une communauté, une vraie communauté, donc une authentique, c'est-à-dire une réelle, sincère. Pourquoi? Parce qu'on passe beaucoup plus de temps dans le même espace et donc ça établit des relations. Et comme ça établit des relations interpersonnelles, mais aussi ça établit des relations avec une forte relation, un fort attachement à l'espace. Eh bien, voilà, donc voilà la dernière. Voilà. Même si le public aime bien voir beaucoup plus de citations sur le sujet, mais bon, donc on tolère celle-là. La page 161, Cohen dit: plus d'une semaine que je me débat
à coup d'expédient pour qu'on ne puisse pas dire que la maison a arrêté ses paiements. Donc la maison, c'est toujours l'entreprise. Donc il se débat. Donc plus d'une semaine qu'il se débat, qu'il s'acharne, qu'il se fait du mal, tout simplement pour défendre la réputation de la société. La société, comme on sait, elle est au bord de la faillite, elle a des problèmes, et donc il y a des retours de la marchandise. Donc ils doivent payer les grossistes. Et ainsi, et la situation financière de l'entreprise n'est pas assez saine, elle est critique même. Et dans ce cas-là, Cohen, il se débat à coup d'expédient, il est en train de dire n'importe quoi, de mentir, de trouver des prétextes, etc., tout simplement pour défendre la réputation de la société, donc, ou bien de la maison. Donc cela montre le degré d'attachement, la loyauté qu'il manifeste à l'égard de son entreprise. C'est bien, oui, donc pour Vinaver, ici, dans son entreprise, l'entreprise de Ravoirdaz, on voit très bien cet attachement à la société, contrairement à les salariés, ils sont loyaux, ils sont fidèles. Alors que pour Simone Veil, donc l'usine, il repousse, elle est centrifugeuse, donc il rejette les ouvriers. Il ne considère, il y a une certaine ingratitude, je dirais même, de la part de l'usine, parce que c'est cette ingratitude qui fait en sorte que les ouvriers ont une certaine haine, un certain dégoût, comme Simon Veil l'a exprimé même. Donc c'est pourquoi l'usine, il n'y a pas d'attachement à cet espace-là. Eh bien, Monsieur Virgile, qu'est-ce que vous avez pour nous? Donc, transporter de je ne sais quelle douceur de vivre, ils choisissent leur couvée et leur nid. Ici, ce sont les abeilles dont il est question. Donc, ces abeilles, ils sont enthousiasmés, ils travaillent avec enthousiasme, ils travaillent activement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent leur couvée. Ils choisissent. Donc, il y a le verbe choisir, c'est aimer, cajoler, gâter, entouré de soins, etc. Ils choisissent leur couvée. Donc les couvées, ce sont qui dit couvée, donc il y a des œufs. Donc ces œufs-là, ce sont et voilà, on a même des nids et leurs nids. Donc dans la couvée, c'est l'ensemble des œufs qu'on a dans un endroit, ou bien voilà, ici dans les rayons. Donc ils choisissent, ils aiment, ils entourent, ils s'intéressent, ils entourent de soins, ils accordent une grande attention aux larves. Donc les larves, ce seront les œufs, deviendront des larves, et les larves deviendront les futures abeilles, ce sont les futures générations c'est l'avenir de la ruche. Bon, et de là, donc, les abeilles, ils sont beaucoup attachés à leur ruche. Voilà, si une autre abeille, voilà, étrangère vient ou bien essaie d'entrer, donc elle est illico attaquée ou bien repoussée par les gardes, même tuée. Ou bien si ça vous dit, voilà, si ça vous chante d'aller chercher le miel dans la ruche, voilà, donc il faut être grandement équipé, un casque, des gants, une combinaison, de la fumée, etc. Et si vous voulez prendre du miel comme ça, donc vous risquez une très très belle, une très belle raclée de piqûres. Hein. Donc vous serez piqué à volonté. On peut même y laisser sa vie. Donc ça montre que les abeilles sont fort attachées à leur espace de vie, à leur espace de travail. Voilà, ici une autre citation à la page 75. Vous avez là, Monsieur Virgile, que vos terres ne restent pas en friche. Il y a plaisir à planter Bacchus sur l'Ismar et à vitir d'olivier le grand tabur. Que
que plus subjonctif. Donc ça rappelle le ton solennel des textes religieux, que vos terres ne restent pas en frise. Donc il y a un appel, une recommandation, une exhortation à ne pas laisser les terres en frise, c'est-à-dire à l'abandon. Il ne faut pas abandonner ces terres. Donc le fait de laisser ces terres que les terres restent en frise, c'est-à-dire on les a abandonnées. On n'a pas établi un lien avec. Donc le Virgile ici insiste, il appelle, il demande, il exhorte que les laboureurs, que les cultivateurs s'intéressent à leurs terres, qu'ils les cultivent constamment, qu'ils ne les laissent pas en friche. Comment ça? Donc pourquoi? Il justifie, donc en cultivant la terre, il y a un plaisir. Donc ça procure un plaisir à planter la vigne. Bacchus est le dieu du vin. Bon, et la vigne, du coup, c'est cet arbre-là. Également, l'olivier, c'est le symbole de la paix. Donc, en cultivant ces deux arbres-là, donc on s'inscrit dans l'avenir. Parce que ces arbres-là, ils demandent des soins constants, etc. Et puis, d'une année à l'autre, ils grandissent, puis ils donneront des récoltes. Et voilà, donc le travail, la somme du travail que cela nécessitera du moment de la plantation jusqu'à la récolte, donc ça va établir un lien très très fort avec la terre. Et voilà donc c'est pourquoi on voit que les cultivateurs ils sont beaucoup attachés à la terre. Pour rien du monde, ils ne vous laisseront leur en prendre. Eh bien, voilà, également dans ces scénarios, les terres sont à la portée de nos mains, c'est-à-dire c'est un appel à allez-y, travaillez la terre, établissez un lien avec cette terre. Voilà, appropriez-vous les terres. Donc on est dans le même. Voilà, on voit que Virgile, il insiste sur le fait qu'il faut établir un lien très fort et indéfectible avec la terre. Voilà, on vous en sortit encore cette citation. Le laboureur fend la terre avec son arreau incurvé. C'est de là que découle le labeur de l'année. C'est par là qu'il sustente sa patrie et ses petits-enfants. Eh bien, là, donc, on a déjà vu cette citation pour soutenir l'idée que le travail permet de nous affranchir du besoin, que c'est par le travail de la terre que nous échappons à la mort, pour ne pas mourir de faim. Ici, le cultivateur, et du moment, voilà, si on prend juste ce fait-là, que c'est par la terre que nous échappons à la mort, que nous échappons aux besoins, etc. Donc ça, là, une source de bien, là où vous trouverez votre bien, quelque chose qui vous est bénéfique, quelque chose, là où d'où vient ta nourriture, ton gagne-pain, eh bien, donc, je dirais, c'est une folie de ne pas l'aimer, de ne pas s'y attacher. Eh bien, donc cela suppose que ce cultivateur-là, donc, il est fortement attaché à sa terre. Eh bien, un phénomène qui rompt cet attachement, bien ce lien, donc il y a ici à la page 68, vous avez parlé de la guerre. Donc ici-bas, en effet, le juste et l'injuste sont renversés, tant il y a de guerre par le monde. Donc qui dit la guerre, dit le désordre, dit le chaos. La charrue ne reçoit plus l'honneur dont il est digne. Et voilà, donc on délaisse la charrue. Et du moment qu'on délaisse la charrue, donc on a rompu le lien avec la terre. Effectivement, regardez, donc qu'est-ce qui arrive en cas de guerre? Donc les guerriers sont en friche, c'est-à-dire ils sont abandonnés, privés des laboureurs, entraînés dans les camps. Donc il y a une séparation. Donc la guerre sépare les laboureurs de leur terre. Donc il n'y a plus ce lien-là parce qu'ils deviennent des soldats. Et le comble, c'est que les faux recourbés servent à forger une épée rigide. Donc les faux qui sont des instruments pour la récolte, et qui dit la récolte, c'est-à-dire la promesse
du pain, la promesse de la nourriture. Donc c'est ces instruments-là qui assurent en quelque sorte, qui participent à assurer la survie, la nourriture. Et maintenant, ils sont devenus des instruments de guerre. Ils tuent, donc ils ôtent la vie. Donc voilà en quelque sorte l'état de la vie, de la guerre. Donc il rompt le lien, donc qui établit que le cultivateur établit avec la terre. Et du moment que ce pacte-là même, je dirais, il est rompu, donc on va vers la mort. Oui, donc vous avez bien justifié, ou bien vous avez bien défendu ce lien, ou bien vous avez bien explicité le lien entre le travailleur et son espace de travail. Maintenant, à part on a vu le temps, l'espace, maintenant il sera question du temps. Comment l'ouvrier, ou bien le travailleur, ou bien le salarié perçoit-il le temps? Donc la perception du temps, comment il vit le temps du travail. Donc ça dépend, donc on peut même dire, ou bien prédire ce que Simone Veil va dire, parce que du moment que l'usine et les centrifugeuses, ils repoussent, donc ils considèrent les ouvriers comme des étrangers, donc on peut s'attendre à ceci. À la page 235, après une journée ainsi passée, un ouvrier n'a qu'une plainte qui ne parvient pas aux oreilles des hommes étrangers. À cette condition, il ne leur dirait rien s'il y parvenait. Il a trouvé le temps long. Voilà, c'est naturel comme conséquence. Du moment que le lieu il est hostile à l'ouvrier, donc évidemment, donc il trouvera que le temps il est long. Et qu'est-ce qui est plus pénible que de trouver le temps long dans un endroit? Quand on est dans un endroit, on n'est pas à l'aise, on est un endroit où on est maltraité, on est humilié, etc. Donc le temps s'écoule très lentement. Donc le temps, c'est le temps. Donc 24 heures, c'est 24 heures, 1 heure, c'est 1 heure. Mais la sensation du temps, bien le sentiment de l'écoulement du temps, donc ça diffère selon notre état d'esprit. On a déjà vu l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit du travailleur au travail? Et ici, l'ouvrier, donc, il trouve le temps long, c'est normal, et bien, donc, il va en souffrir. À la page 229, vous ajoutez, Madame, si la pensée veut éviter cette monotonie imaginée du changement, donc un ordre soudain, elle ne peut voyager du moment présent à un moment à venir sans passer par une humiliation. Ainsi, la pensée se rétracte, ce repliement sur le présent produit une sorte de stupeur. Voilà, donc l'ouvrier dans l'usine, il ne peut pas penser au-delà du temps présent. Il est prisonnier du temps présent. Donc sa pensée, il ne peut pas. Voilà, on a déjà vu qu'il ne peut pas penser, parce que s'il pense, il commence à penser, donc sa cadence de travail va baisser et le contremaître n'accepte pas. D'ailleurs, l'usine n'accepte pas. Donc il doit travailler à une cadence élevée pour leur assurer une certaine productivité. Et du moment pour ne pas être l'objet d'une humiliation ou bien d'une réprimande, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se replie. Donc le repliement, donc la pensée se replie sur le présent. Donc le repliement, c'est-à-dire il se renferme. Donc il se recroqueville, sur son présent. Donc il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas penser. Et on a vu que le cogito cartésien, je pense donc je suis. Donc quelqu'un qui ne pense pas, il
il n'est pas, ça me rappelle également dans le dernier jour d'un condamné. Donc le condamné, il souffre, ce n'est pas parce qu'il est condamné à mort, mais bon, donc il est obsédé par une seule idée qu'il est condamné à mort. C'est la seule idée qui lui reste, voilà, qui l'accompagne. Et il en souffre beaucoup. Et c'est la même chose. Je crois qu'ici, donc il y a une certaine similitude entre le cas de l'ouvrier et celui du condamné. Voilà. Également, donc c'est la même idée. Donc la pensée se rétracte sur un point du temps. Donc la pensée, donc il ne peut pas aller plus loin. Donc il se cramponne au présent. Elle se focalise, donc il est focalisé sur le présent. Donc c'est comme on lui a donné des limites très 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 étroites. Il ne peut pas aller plus loin. Et voilà, tout simplement, c'est pour éviter la souffrance. Donc imaginez, c'est qu'on freine, qu'on inhibe. Donc on inhibe sa pensée, on désactive, comme on a dit, sa pensée pendant 8 heures. Hein. Donc comment on va sortir? Eh bien, oui, ça c'est fort, madame. Je crois que vous avez dit quelque part que l'homme, il a le besoin de s'approprier le lieu par la pensée. Vous avez dit que notre pensée est faite pour dominer le temps. Donc l'homme, il est là, on doit dominer le temps. Et ici, c'est l'inverse. C'est le temps qui domine l'ouvrier. Donc l'ouvrier, il est désarmé, il n'a pas d'emprise sur le temps. Et c'est ce qui accentue, voilà, ces souffrances. Et voilà, Monsieur Vénavert. À la page 215, vous dites, parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas vous, c'est votre personnage, je crois que c'est Jenny, l'américaine, parce que je n'ai pas le temps, je n'arrive même plus à trouver une heure tous les 15 jours pour aller chez le coiffeur quand j'ai envie ou besoin d'avoir l'air d'une dame. Donc ici, cet salarié, donc il est hyper occupé, hein. Même une heure de loisir, bien qu'il lui reste libre pour aller chez le coiffeur, donc ça montre le degré d'occupation de cette personne-là par le travail. C'est-à-dire également, donc, il est dominé par le temps. Donc le temps, il domine le salarié, le travailleur. Donc c'est lui, donc il n'est pas maître de lui-même. Voilà. Et regardez, donc c'est pour donc même aller chez le coiffeur une fois tous les 15 jours, il lui est difficile. Tout simplement, encore plus, il dit quand j'ai envie ou besoin d'avoir l'air d'une dame. Donc ici, donc, on peut dire qu'il est métamorphosé, qu'il est corrompu, qu'il a été dénaturé par le travail. Donc il a perdu sa féminité. On peut imaginer à loisir à quoi ressemble cette femme-là qui souhaite avoir l'air d'une dame en allant chez le coiffeur. Également, c'est à la page 27, c'est Fernand Dehaze, c'est le patron qui dit, c'est vrai que je passe... Non, c'est Lubin. C'est vrai que je passe plus de temps avec vous qu'avec ma femme, moi aussi. Ah, c'est au travail, hein, ce n'est pas ailleurs. Donc le fait que, regardez la fleur du temps, hein, ce qui est plus beau dans le temps, c'est la journée. Donc toute la journée, il la passe avec, ici c'est la conseillère, la caissière, ou bien l'aide caissière. Eh bien, donc ça montre que le temps, il occupe tout le temps de l'ouvrier, c'est-à-dire c'est le temps qui domine. C'est le temps qui domine la vie de l'ouvrier, et ce n'est pas l'inverse. Voilà. Du côté de Virgile, qu'est-ce que vous avez pour nous, monsieur, concernant le temps?
À la page 96-97, vous dites, il y a encore parmi les soins dus aux vignes un autre travail qui n'est jamais épuisé. C'est bien, c'est-à-dire que la vigne demande constamment des soins au point on peut dire qu'il fait du cultivateur son esclave. C'est lui qui la sert. Il est toujours là à la servir. Donc ce travail n'est jamais épuisé. Il y a toujours du travail. Donc plus loin, un peu plus loin, vous dites le travail des laboureurs revient toujours en un cercle. Et l'année, en se déroulant, il le ramène avec elle sur les traces. Et voilà, donc il y a le cercle, c'est-à-dire la cyclicité, la périodicité. C'est-à-dire à chaque saison, à chaque moment de l'année, donc il y a un travail. Donc il n'y a pas de répit. Vous ajoutez encore l'actif vigneron étant ses soins à l'année qui vient. Eh bien, donc en travaillant, donc on pense à l'avenir. Donc on doit anticiper en quelque sorte l'avenir, faire des travaux pour préparer le temps, voilà, la prochaine saison. Donc l'Adam recourbé de Saturne à la main, il continue de tailler la vigne et la façonne et les mondants. Donc voilà, donc la vigne c'est un arbre qui demande constamment du travail. Donc donc ici elle a taillé, on lui donne une forme, il est mondé, c'est-à-dire elle a dépouillé des excroissances qui ne donneront pas des fruits, etc. Donc voilà, en gros, donc le cultivateur également, il est dominé par le temps. Donc c'est le temps qui le domine. Donc lui, il n'est pas maître. Donc l'enchaînement des saisons, c'est lui qui détermine la nature d'activité qu'il doit faire. Donc il n'y a pas de saison où il n'y a pas de travail. Sauf exception, comme on verra. Il y aura des exceptions. À la page 96, vous dit, il faut en effet 3 ou 4 fois l'année fendre tout le sol et en briser éternellement les mottes avec le revers des bidons. Très bien, donc il y a, regardez là, la fréquence du labourage, 3 ou 4 fois. Et également, ça ne prend pas fin avec le labourage, il faut briser éternellement les mottes. Les mottes, c'est des blocs de terre qui résultent du labourage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser ces mottes, tout simplement, et voilà, pour que la terre soit nivelée, aplanée, pour recevoir les grains, etc. Et voilà, éternellement, je souligne, ou bien vous avez souligné éternellement, c'est-à-dire sans fin. Donc Dieu est éternel. Donc ça n'a ni début ni fin, c'est-à-dire c'est à jamais, donc c'est pour toujours. Donc on doit faire ce travail-là. Également, il faut soulager tout le vignoble de son feuillage. Voilà, donc toujours, voilà, regardez la vigne, ça demande beaucoup de travail. Le travail des laboureurs revient toujours en un cercle. Donc la cyclicité, la périodicité du travail chez le cultivateur. Et l'année en se déroulant, on le ramène avec elle sur ses traces. Bon voilà, donc toujours ça renforce cette idée de cyclicité. Eh bien, donc le cultivateur, lui aussi, il est contraint de travailler constamment. Donc le temps, c'est le temps qui impose sa cadence au travailleur et au laboureur. Et ce n'est pas l'inverse. Il travaille selon sa guise. Eh bien, du moment qu'on a vu qu'il y a du travail constamment, donc le cultivateur, celui qui travaille, il est en quelque sorte dominé par le temps, c'est le temps qui impose sa loi. Est-ce qu'il n'y a pas de repos, hein? Donc, du moment qu'on est constamment occupé, est-ce qu'il n'y a pas des moments de repos? Voilà, du côté de Simone, oui. Aujourd'hui, vous n'avez accumulé que les négatifs. Eh bien, pas d'attachement, pas d'intimité, la pensée souffre tout le temps dans le travail, impossibilité de se détacher de son présent. Eh bien, voilà, on verra, est-ce que, quand même, vous pouvez marquer un point positif concernant le repos.
à la page 51, c'est seulement le samedi après-midi et le dimanche que je respire, me retrouve moi-même, réacquiert la faculté de rouler dans mon esprit des morceaux d'idées. Voilà, donc c'est mémorable cette citation. Bon, donc le temps du repos, c'est le samedi après-midi et le dimanche. Mais voilà, donc c'est le moment où vous respirez. Donc respirer, c'est-à-dire avoir de la liberté, etc. Vous pouvez disposer de vous-même. Bon, c'est-à-dire pendant toute la semaine, vous étiez étouffé, vous étiez ligoté, vous n'avez pas de liberté. C'est bien. Et voilà, je me retrouve moi-même. Donc tu te retrouves moi-même, c'est-à-dire tu as été perdu, tu n'étais pas. C'est le samedi ou bien c'est le week-end que vous retrouviez votre humanité. Réacquérir la faculté de rouler dans mon esprit des morceaux d'idées. Voilà, vous avez souligné des morceaux, juste des morceaux. Hein. Ce n'est pas des idées entières, des idées complètes, mais juste des morceaux, des fragments. Donc la faculté de penser, la faculté de réfléchir, ça a été inhibé toute la semaine. Donc pourquoi ? Parce que les conditions de travail étaient pénibles. Eh bien, voilà. À la page 71, vous ajoutez, toujours dans le même ordre d'idées, quant aux heures de loisirs, théoriquement, on en a pas mal, avec la journée de 8 heures. C'est bien, donc si on travaille 8 heures avec la nouvelle réglementation à l'époque, donc on a ramené la journée de travail à 8 heures. Avant, elle était 12, hein, donc c'est à peu près, donc c'est considérable. Mais, regardez, mais pratiquement, donc cela laisse 14 heures de loisirs. Donc le loisir, c'est le temps libre. Donc elles sont absorbées par une fatigue qui va souvent jusqu'à l'abrutissement. Donc ces heures-là, les heures de repos, bien de loisirs qui restent, ils sont complètement absorbés. Hein. Juste, ils sont nécessaires, ils sont consacrés juste à se reposer, voilà, à dépasser cet état de fatigue, à recouvrir à retrouver ses forces, à retrouver son énergie, à retrouver son être, voilà, par une fatigue. On a déjà parlé, donc c'est une fatigue qui va jusqu'à l'abrutissement, c'est-à-dire donc l'ouvrier, il est comme une bête, et donc il est avili, il perd de son humanité. Et voilà, donc à cause de cette fatigue-là, et cette fatigue, il est due à un travail qui est très 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 pénible. Et les 8 heures de loisirs, donc ils sont absorbés juste pour se reposer. Donc vous m'avez, donc ça me rappelle une autre citation que vous avez dit, que vous respectez les ouvriers qui arrivent à se donner une culture. Voilà, et ceux-là, ils sont généralement vigoureux, très forts. Donc, parce qu'ils sont très forts, ils sont capables de vaincre en quelque sorte relativement la fatigue et consacrer 1 heure ou 2 à l'étude. Alors que le reste, hein, il ne peut pas, tout le monde n'est pas robuste, voilà, pour résister à la fatigue du travail et consacrer, voilà, quelques moments pour l'étude ou bien pour la culture. Malheureusement. Et voilà, vous ajoutez encore. Hein, c'est donc on tolère. À la page 234, vous dites il est naturel à l'homme, il lui convient de s'arrêter quand il a fait quelque chose, fût-ce l'espace d'un éclair. Ah, c'est bien, l'idée est claire. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on a écrit juste un paragraphe, fabriqué quelque chose, usiner quelque chose, mis au point quelque chose, donc on a besoin d'un petit moment, d'un espace de temps où on doit, tout simplement voir, apprécier, juger ce qu'on a fait. Même, donc ici, Simon Levé, donc il dit même l'espace d'un éclair, c'est-à-dire l'éclair, c'est quelques millièmes de seconde. Voilà, pour en prendre conscience comme Dieu dans la journée. Donc, Dieu des chrétiens, donc il dit qu'il s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde en 6 jours. Cet éclair de pensée, d'immobilité, d'équilibre, je dirais même cette petite récréation, cette pause, voilà, dérisoire, très petite,
voilà, insignifiante, c'est ce qu'il faut apprendre à supprimer entièrement dans les usines quand on y travaille. Donc les usines, donc ils ont pensé à supprimer ce brin de repos que donne le fait de finir une pièce ou bien un travail. Donc le travail à la chaîne comme l'a imaginé, comme l'a mis au point Taylor, donc il ne laisse aucun répit à l'ouvrier. Bon, ça c'est illustré par Charlie Chaplin dans les temps modernes. Il y a une mouche, donc il n'a pas le temps de dégager la mouche ou bien de la renvoyer parce qu'il était obligé de marteler les pièces sans cesse. Oui. Pour vous, monsieur Vénavert, donc Olivier dit à la page 64, papa, vous avez les traits tirés, vous devriez décrocher quelques jours ou prendre un long week-end à la campagne. Donc ici, le patron, il est fatigué, il a les traits tirés, et son fils lui propose de prendre un congé, un long week-end à la campagne. La campagne, c'est l'espace où on est en contact avec la nature et ça repose, ça permet de se dégager de sa fatigue d'une façon plus efficace. Eh bien, mais est-ce le cas pour tout le monde? Là, vous voyez, on reprend la citation de Génie, je n'arrive même plus à trouver une heure tous les 15 jours pour aller chez le coiffeur. Donc cela fait que il est occupé, il est hyper occupé. On doit se demander, est-ce qu'il lui reste vraiment du temps pour le repos? Donc, s'il y a un temps de repos, c'est relatif, c'est insuffisant pour reprendre ses forces. Et on voit qu'une dame, elle peut même sacrifier son temps de repos pour aller se faire belle. Donc s'il y avait un temps suffisant de repos, il l'aurait consacré à ça, à faire du make-up de sa figure ou bien de ses cheveux. Et voilà pour Virgile, à la page 56, vous dites l'hiver, le cultivateur se repose. Ah voilà, donc comme on vient de dire, donc l'hiver c'est le temps de la pluie, du froid, de la neige. Donc pendant ce temps-là, donc il ne peut pas travailler ailleurs, il ne peut pas faire quoi que ce soit ailleurs. Donc c'est difficile. Donc c'est pas praticable. Eh bien les laboureurs, qu'est-ce qu'ils font ce temps-là? Donc les laboureurs jouissent d'ordinaire du fruit de leurs travaux. Donc voilà, donc c'est le temps où le travailleur, ou bien le laboureur, le cultivateur jouit, c'est-à-dire il goûte à la récompense de son travail. Donc c'est toute l'année qu'il travaille, et à ces moments-là, quand il ne travaille pas à cause des conditions climatiques qui règnent pendant l'hiver, donc c'est le moment où il jouit, c'est-à-dire où il profite de quoi? Du fruit de son labeur. Donc c'est une récompense. C'est une récompense qui le fortifie, qui le rend heureux. Eh bien, regardez par la suite, on leur en donnant tour à tour de gais festins entre eux. C'est la fête. Donc, et la philosophie de la fête, ça permet de nous faire oublier nos souffrances. Pourquoi est-ce qu'il y a les fêtes, pourquoi il y a les festins, etc. C'est pour oublier les temps de la faim, de la fatigue, de la frugalité, on ne mange pas assez, etc. C'est pourquoi on a des fêtes. Et les cultivateurs, ils ont ce temps-là de jouir des fruits de leur travail, et ils se reposent en eux-mêmes. Donc cela leur permet de refaire leur force et de avoir leur morale, elle est saine. Donc ils sont bien dans leur morale. Ils ne sont pas comme les ouvriers chez Simon Veil. Ils ne sont pas écœurés, ils n'ont pas de la haine à l'égard de leur travail, ou bien de leur lieu de travail, ou bien même de leur temps de travail. Quand on jouit, on reprend le travail d'une façon plus enthousiaste. On reprend le travail avec beaucoup plus d'enthousiasme et de vigueur. À la page 43, vous dites
tes blés, une fois coupés, tu laisseras la campagne se reposer pendant un an, oisif se durcir à l'abandon. Eh bien, donc la terre également, il a besoin du repos. Voilà, de rester oisif, de ne faire rien pendant une année. C'est bien. C'est ainsi qu'en changeant de production, voilà, également, donc les guérets se reposent. Donc le changement des productions, l'alternance des récoltes. Voilà, cette année les pommes de terre, l'année prochaine le blé, l'autre an ce sera les navets, etc. Donc cette alternance des cultures, ça ne fatigue pas. Voilà. Donc il rompt la monotonie, il n'appauvrit pas. Donc la monotonie, il appauvrit. Donc de même, la terre, elle est sensible à la monotonie des cultures. Donc changer les cultures, donc ça rend la monotonie, ça la fortifie. Parce qu'il y a les résidus des autres cultures qui restent, ça constitue un compost, etc. Ça, c'est quand on parle scientifiquement. Donc là, Virgile, il parle voilà, d'une façon assez logique. Donc les guérets, quand ils se reposent, donc la terre qui n'est point labourée ne laisse pas d'être généreuse, c'est-à-dire il donne beaucoup plus de récoltes. C'est la même chose. C'est comme les cultivateurs, quand ils se reposent, quand un ouvrier ou bien un travailleur en général, quand il passe un bon congé, etc., il reprend le travail avec enthousiasme, avec beaucoup d'espoir de faire plus. Hein. Et maintenant, quand on a vu donc, le temps-espace, le temps du travail, le temps du repos, il est judicieux de voir comment l'ouvrier envisage-t-il l'avenir. Hein. Quand on travaille, donc il y a toujours cette question d'avenir qui s'impose. Bon, en travaillant, vous pensez, maintenant vous êtes aux classes prépa, vous pensez à votre avenir. C'est quelque chose d'évident. Pour Simone Veil. Donc aujourd'hui, vous avez que des citations où il y a tout ce qu'il y a, c'est négatif, hein, c'est sombre. Hein. À la page 230, vous dites, et le dimanche soir, quand ce qui se présente à l'esprit, ce n'est pas une journée, mais toute une semaine. Donc le dimanche soir, c'est-à-dire on reprend le travail lundi. Ça, c'est, je dirais, général. Hein. Même tout le monde le dimanche soir, donc il est angoissé, donc il y a une certaine tristesse, il y a un certain malaise qui envahit l'âme, c'est normal, surtout chez les élèves d'SPGE et les professeurs également. Donc l'avenir est quelque chose de trop morne, hein, morne. Donc il y a quelque chose de trop, hein, donc il y a l'adverbe d'intensité, trop, et morne. Donc morne, c'est-à-dire sombre. Donc vous avez même le même adjectif en anglais, mourn, c'est-à-dire chagrin, tristesse. Ça évoque la tristesse. Et de trop accablant. Donc accablant, c'est quelque chose qui atterre. Donc on est atterré par la question de l'avenir. L'ouvrier, donc il est atterré. Il ne peut pas, du moment où regardez qu'il ne peut pas dépasser le présent, qu'il est toujours confiné dans le présent, donc il n'y a pas d'avenir. Comment est-ce qu'il peut envisager son avenir en travaillant dans ces conditions-là? Donc, sous quoi la pensée plie? Donc, la pensée, il plie, il est courbé, il subit un fardeau. Donc si l'ouvrier pense au futur, donc il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'horizon. Et c'est bon, quand on n'a pas de visibilité d'horizon, donc est-ce que ce ne sont pas là des raisons qui poussent certaines personnes au suicide? Parce qu'il n'y a pas de perspective, c'est le pessimisme. Voilà, donc c'est le pessimisme qui s'installe. À la page. Voilà, donc voilà, c'est le coup de grâce pour cette idée-là, ou bien pour cet axe-là chez Simone Veil. Vous dites, l'avenir de celui qui travaille dans une usine est vide à cause de l'impossibilité de le prévoir, et plus mort que du passé à cause de l'identité des instants qui se succèdent, comme le tic-tac d'une horloge. Ah voilà, donc la citation est claire. L'avenir de celui qui travaille dans une usine est vide, c'est-à-dire il correspond à la valeur zéro. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur. Et du moment qu'il n'y a pas bon, imaginez, vous travaillez dans une boîte, dans une entreprise, et voilà, vous n'entrevoyez pas votre avenir. L'avenir, il est vide. Donc, quel serait votre état
d'âme. Donc il y a aussi donc, ce qui accentue, donc il y a cette impossibilité de prévoir. Donc prévoir l'avenir, hein, donc pour l'ouvrier ou le salarié dans l'usine, lui est impossible. Et, ça, bon, et du moment qu'on a vu que sa vie dans le travail, donc, il est toujours replié sur le présent. Et cela fait que les moments de sa vie, ils sont identiques. C'est comme le tic-tac. Donc, le tic-tac d'une horloge. Et vous avez dit, madame, dans un autre passage, que ce tic-tac-là de l'horloge qui est difficile, qui est pénible à écouter, voilà, pour une période, voilà, même une heure. Hein. Imaginez si vous êtes là à écouter le tic-tac pendant une heure, c'est un supplice. C'est un supplice. Voilà. Eh bien, les ouvriers sont obligés de reproduire ce tic-tac par leur horloge. Donc cela fait que le temps des ouvriers il ressemble à celui des horloges. Ils sont des machines. Ils sont relégués à l'état de machines. Et une machine, c'est des rouages. Quand c'est usé, on la jette par-dessus. Bon. Et voilà, donc, donc l'ouvrier, il n'a aucune assurance, aucune garantie concernant son avenir. Et c'est ce qui est vraiment triste. Pour vous, monsieur Virgile, est-ce que le cultivateur, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'avenir? Est-ce qu'il a une perspective? Est-ce qu'il peut prévoir comme l'ouvrier? L'ouvrier, donc, il ne peut pas prévoir. Mais est-ce que le cultivateur, est-ce qu'il a cette possibilité de prévoir le futur? À la page 63, vous dites, si tu observes le soleil dévorant et les phases successives de la lune, jamais le temps du lendemain ne te trompera, ni jamais tu ne te laisseras prendre au piège d'une nuit sereine. C'est bien, donc on a vu que vous demandez toujours au cultivateur d'observer. L'observation, c'est une activité de routine, donc le cultivateur il doit toujours observer. Voilà, ici, ce n'est pas la Terre, etc., mais c'est le mouvement des astres, à savoir le Soleil et ici les phases successives de la Lune. En observant les mouvements de ces deux astres, donc le temps du lendemain ne le trompera, et le cultivateur ne se trompera jamais sur le temps du lendemain. Voilà. Et quand on a une idée d'avance sur le temps qu'il fera, donc on peut se préparer, on peut engager des travaux qui sont judicieux. Il n'y aura pas une perte de l'effort, il y aura une économie au contraire de l'effort. Donc et l'information, c'est de l'argent. Hein. L'argent, si j'ai une information concernant le temps qu'il fera demain, donc je vais prendre des décisions qui ne seront pas qui seront toujours à mon avantage. Donc je n'engagerai pas des personnes à faire des travaux pour moi, alors que le lendemain il y aura un mauvais temps. Ou bien au contraire, que le temps sera bon et je n'entreprends rien. Ce n'est que le matin que je me décide à faire. Donc il y a toujours donc le cultivateur, c'est quelqu'un qui doit anticiper. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'inscrit toujours dans le futur. Donc c'est un météorologue à part entière en quelque sorte. D'ici non moins certain, tu pourras pendant la pluie prévoir et reconnaître le retour du soleil. Voilà, c'est la même citation pratiquement. Donc le cultivateur, donc il doit repérer des signes, il doit observer pour repérer des signes pour tout simplement anticiper sur le temps qu'il fera. Et le temps qu'il fera, voilà, donc ça lui permet de prendre des décisions concernant les activités agricoles qu'il doit engager, ou bien dans lesquelles il doit s'engager. Également, vous voyez, donc ce n'est pas, ici on a vu, c'est à court terme. Il y a aussi le moyen et le long terme. Donc, et l'actif vigneron est en soin à l'année qui vient. Donc voilà, donc toujours il se projette dans le futur. Il doit, donc la taille, comment je taille un rejeton, ou bien une branche qui pousse, donc je dois la préparer pour qu'il soit porteuse de fruits pour l'année prochaine. Donc mon activité, donc il s'inscrit dans le futur. Voilà, encore Monsieur Virgile. Voilà,
tu nous as bien convaincu que le travail d'un cultivateur, voilà, il est orienté vers le futur. C'est quelqu'un qui est toujours, qui regarde le futur en travaillant aujourd'hui. Quant à l'arbre qui naît d'une semence confiée à la terre, il vient lentement et réserve son ombre pour nos arrière-neveux. Voilà. Donc ici, ce n'est pas tout simplement le moyen et le court terme, mais ici il y a le long terme. Les arrière-neveux. C'est-à-dire c'est une autre génération. Voilà. En plantant un arbre à travers les semences, donc cela lui permet de prendre des racines profondes. Et comme ça, donc il pousse lentement, et en poussant lentement, donc il va, voilà, donc c'est la génération future qui en profitera, et de son ombre et de ses fruits. Voilà, donc c'est très convaincant, monsieur Vénavert. Virgile. Pour vous, monsieur Vénavert, à la page 201, vous dites: je veux que nous jetions un torrent d'idées sur le tapis et projetons-nous dans 10 ans, à 20 ans. Oui, Granger. Ah voilà, donc ça c'est plus que le cultivateur. Bon, ou bien c'est l'équivalent. Donc ici Benoît, il demande de se projeter, de voir quel sera l'avenir de l'entreprise dans 10 ans, dans 20 ans. Donc il y a des projets d'extension, il faut penser parce que la concurrence il est toujours là. Donc il faut toujours être prêt, il faut anticiper, il faut toujours se projeter, et ne pas se contenter de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, ou bien de ce qu'on produit aujourd'hui. Donc il faut aller toujours de l'avant, il faut penser aux futurs besoins du consommateur et voilà, et les devancer, hein, et voilà, tout simplement, et prévoir la demande, prévoir la demande du marché, et puis pour y répondre le plus rapidement possible. Sinon, on serait détrôné par les concurrents. Également, voilà ce qui montre que l'entreprise, il doit, ou bien dans le domaine de l'entreprise, on doit toujours voir de l'avant, aller penser au futur. C'est une question qui s'impose. Sinon, on sera détrôné, on sera écrasé par la concurrence. Donc Olivier veut faire de Ravoir et de Haze un monument consacré à la mémoire de son père et de son grand-père, avec pour résultat probable qu'il n'y aura plus de Ravoir et de Haze dans quelques mois. Eh bien, donc là, il y a une divergence du point de vue au niveau des deux enfants de Ravoir et de Fernand de Haze. Donc Olivier, qui est l'enfant légitime, voilà, il veut garder la tradition, c'est-à-dire produire selon les mêmes procédés, garder les mêmes techniques, garder peut-être même le même produit, etc. Voilà, donc un management ou bien une gestion qui ancienne, ou bien qui date de la génération de son père et de son grand-père. Donc il veut en quelque sorte continuer sur les pas de ses parents. Et voilà, s'il continue ainsi, donc la société elle est vouée à l'effondrement, à la faillite. Et voilà, donc c'est-à-dire Olivier, il n'a pas cette visibilité concernant le futur. Et voilà, c'est ce qui donne raison à Benoît. Donc Benoît, donc il représente le bon manager, le bon chef, c'est lui qui voit toujours, qui anticipe. Donc on a l'adage qui dit, donc gouverner c'est prévoir. Donc un bon gouverneur, c'est celui qui prévoit. Ce n'est pas celui qui attend que lorsque les catastrophes arrivent, etc., et qu'il doit se débrouiller. Non, donc c'est quelqu'un qui est toujours sur ses gardes, qui prévoit l'imprévisible. Donc il doit prendre ces mesures. Eh bien, l'entreprise, on est dans l'aventure, on est toujours orienté vers le futur. C'est pourquoi, Benoît il dit, l'aventure à laquelle je destine l'entreprise, voulez-vous la vivre avec moi? Donc le travail, c'est une aventure, c'est une projection, comme on a dit, dans le futur. Donc il faut toujours avoir le souci de quel sera
l'avenir. Est-ce qu'on doit faire comme toujours, ou bien est-ce qu'on doit toujours penser donc à son avenir? Eh bien, Vinaver, donc à travers le personnage, donc ça nous incite à toujours nous demander sur quel sera notre avenir. Eh bien, voilà, merci pour votre participation, merci, cher public, et je vous dis au revoir, et je vous donne rendez-vous pour une sixième partie, et joyeux Ramadan.